Merci de nous avoir choisis. Merci de votre fidélité à Digital Congo. C'est votre émission Entretien. Chaque fois que nous avons besoin de recueillir des informations sur la marche du pays, avoir la position de son regroupement politique, Ferdinand Kambere s'est toujours montré disponible. C'est nous, les journalistes, régulièrement qui allons vers lui, rarement lui vers nous. Et ce jour encore, nous le recevons dans le cadre de notre émission Entretien pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo, de ce qui se passe. Si vous êtes attentif, vous devez savoir qu'en prison actuellement se trouve un certain Jimmy Kitenge. Qui est-il? Ceux qui ne savent pas vont le découvrir dans cette émission. Sa famille biologique vient de s'adresser à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, pour une intervention. Est-ce là une faille dans le système judiciaire de la République démocratique du Congo pour qu'on en vienne à recourir au système des Nations Unies? Nous allons essayer d'en parler avec Ferdinand Kambere, qui est en même temps secrétaire permanent adjoint du PPRD. Avec Ferdinand Kambere, nous allons aussi évoquer le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Là, une fois de plus, un fonctionnaire des Nations Unies, à la personne du secrétaire général des Nations Unies lui-même, s'est adressé au Conseil de sécurité. Il a déploré le manque de consensus dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Entre-temps, ici au pays, il y a des choses qui se font. Tout cela va constituer l'ossature de notre émission de ce jour. Ferdinand Kambere, bienvenue parmi nous. Merci John pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Digital qui a toujours pensé à moi. Et que je me rappelle, à commencer de la DG qui venait jusqu'à la prison, m'assister, me soutenir. En tout cas, tous mes remerciements à Digital Congo. Ferdinand Kambere, c'est nous surtout qui vous remercions pour votre disponibilité. Et puisque nous avons appris que Jimmy Kitenge continue à être en prison, et puisque nous avons appris que sa famille biologique s'est adressée à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, nous avons voulu en savoir un peu plus auprès de vous, PPRD. Qu'en dites-vous et où en sont les démarches? De toute façon, nous continuons à dénoncer, non seulement en tant que PPRD, mais aussi en tant qu'un membre de ces nombreux conseils qu'il a pour l'assister. Nous continuons à dénoncer cette arrestation irrégulière. Vous savez, enlevé et puis détenu à la nerf pendant plus de 10 jours. Et malheureusement, en y subissant un traitement inhumain de torture, parce que ça a été révélé dans le rapport médical, suivi du rapport de médecin légiste qui lui appelé par l'officier du ministère public pour faire la contre-expertise, qui a fait le même constat. Nous déplorons aujourd'hui que malgré les cris de la famille, malgré les cris de détresse de sa propre famille biologique, malgré les cris de détresse de sa famille politique et surtout de ses conseils aussi, qui ont relevé depuis lors que Jimmy Kitenge, qui est un membre de l'opposition, comme vous le savez, c'est un membre du PPRD, notre parti, un secrétaire national à charge de la communication et médias, qui a été simplement enlevé et arrêté arbitrairement pour ses opinions en violation flagrante de la loi portant statut de l'opposition qui consacre les immunités des membres de l'opposition qui ne peuvent pas être arrêtés pour ses opinions. Vous vous rappelez bien que le chef de l'État, aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi, au nom de qui, sans aucune plainte, les magistrats malheureusement continuent à arrêter du parquet, à arrêter les gens pour, c'est pas moi, faire plaisir à qui? C'est lui hier à l'opposition. Évidemment, c'était avant que même la loi publiée par l'ancien président, le Raïs Joseph Kabila Kabange, portant statut de l'opposition, ne soit là, qu'on ne pouvait pas établir un régime dans une démocratie où les membres de l'opposition sont arrêtés pour outrage.
Mais maintenant qu'il y a cette loi portée à opposition et que nous ayons accepté de ne pas participer à la gestion depuis la rupture du pays à travers ce gouvernement, que nous sommes bel et bien dans l'opposition, il est anormal pour un État, un régime qui s'est dit qu'il est en train de faire la promotion de l'État de droit, de continuer à arrêter les gens pour leurs opinions sur la gestion du pays. C'est un recul. Vous savez aussi qu'il y a un tweet de votre collègue Stani Boujakera relevé le fait que les droits de l'homme, les Nations Unies à travers son bureau de droits de l'homme a révélé que depuis le 1er janvier 2019 jusqu'en avril 2022, ils ont relevé 3000 cas de violation des droits de l'homme et de traitements dégradants. Donc, on cesse de nous chanter qu'ils sont là pour la promotion des droits de l'homme ou que c'est un état de droit sous Félix Antoine Tshisekedi. Lorsqu'en prison, nous ne voyons que des détenus qui sont arrêtés pour leurs opinions. Nous n'avons pas que Kitenge là-bas, vous le savez. Il y a Momo qui, lui, a passé 6 mois. Momo Moulapo. Oui, arrêté à partir de Lualaba, transféré à Kinshasa, loin de ses juges naturels, pour rien, pour ses opinions, et gardé à l'année pendant plus de 6 mois qui est gardé là-bas. Je ne parle pas des autres cas, des autres qui sont là simplement pour avoir sorti une phrase. Interrogative, est-ce qu'à Kolia Mbouma, c'est devenu une infraction pour laquelle, encore une fois, alors que c'était une analyse que ne faisait qu'émettre Barnabé, et que pour ça, il est en train de purger 3 ans inutilement. Même quand il a s'agit de faire sortir les gens par liberté conditionnelle et qu'il était dans les conditions pour sortir, encore une fois, maintenu en prison jusqu'aujourd'hui. Je lui envoie encore... Les cas sont légion. Les cas sont légion, donc on ne peut pas citer dans une émission de 30 minutes ici tous les cas qui Ferdinand Cambéré, vous dites être l'un des avocats conseils de Jimmy Kitenge. Pouvons-nous savoir qu'est-ce qui a motivé son arrestation? Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous présente au niveau du parquet? De manière claire et objective. Non, quand il arrive, parce que tu sais, enlever et puis amener à l'ANER pour y être détenu alors qu'on nous disait qu'on allait fermer ces cachets sont plutôt ouverts. Et les gens, ils sont envoyés chaque jour. Donc, finalement, quand on a eu le droit de les visiter, c'était au parquet. Et quand on a eu accès à un magistrat instructeur qui, lui, instruisait les dossiers, on a appris qu'il était poursuivi pour 3 infractions, où on parlait de l'outrage au chef de l'État, où on parlait de la propagation des faux bruits. Vous connaissez cette histoire où il était lancé dans l'opinion par les Twitter d'une journaliste belge que la vie de la première dame honoraire était en danger et que, invité en tant que parti d'opposition, Jimmy était invité, je crois, au niveau de Canal Congo, CCTV, et que c'est de là, de son opinion, quelques extraits ont été tirés. Et de ça, ils ont tenté de vouloir inventer des infractions. L'autre, je crois, c'était lorsqu'ils relevaient le fait que des députés, au lieu de parler de la souffrance de la population, de ce qui se passe dans la cité, il ne faut que se battre, que c'était une ordure politique, simplement pour ce mot ordure politique, alors que c'est un mot qui est lorsqu'on les lance envers les élus qui sont censés représenter le peuple, quand ils ne le font pas, ils sont quoi d'autre sinon que ce qui avait été dit par Jimmy. C'est-à-dire que si nous comprenons bien, Jimmy, tout ce qu'on vous a présenté au niveau du parquet, Jimmy a été interpellé tout simplement pour son opinion. Son opinion politique. En même temps, donc c'est une arrestation qui vient en même temps violer la liberté d'expression. Bien sûr, bon, comme ce n'est pas un journaliste, c'est un membre de l'opposition, c'est comme ça que nous appelons ça opinion publique, parce que même quand on parle du Parlement et qu'ils éventent ce qu'ils appellent outrage contre le Parlement,
alors que cette infraction, vous le savez bien, est dans la Constitution bien définie et contre qui cette infraction peut être poursuivie. Mais ce n'est pas contre un membre de l'opposition qui n'est pas Premier ministre qu'il faut poursuivre quelqu'un pour outrage contre le Parlement. Donc, toutes ces infractions, ça qu'il n'y ait plainte aucune de qui que ce soit, deux ont été balayés selon les rapports qu'on nous présentait et qu'on allait fixer les dossiers. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas fixé. On attend qu'il soit fixé parce que toutes les tentatives de solliciter, vous avez lu la lettre de la famille, la liberté provisoire, ont été improductives. Vous confirmez donc que la famille biologique de Jimmy Kitenge a adressé une correspondance à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Et si c'est vrai, alors comment est-ce que vous interprétez cet acte? Mais la famille crie à qui peut l'entendre lorsqu'on est devant un gouvernement sourd, un pouvoir judiciaire sourd, pour des cas aussi limpides et simples, où le dossier est vide. Alors, la famille ne peut que s'adresser à qui peut l'attendre pour dire, pour dénoncer ces cas flagrants de violation des droits de l'homme. Tout simplement. Je crois que c'est légitime, la lettre qu'ils ont lancée, et que, parce qu'ils disent que des autorités du pays ont été aussi informées. Si ceux-là qui ont été informés à travers les copies reçoivent ces copies et qu'en réalité, ils disent que les magistrats n'agissent pas à leur nom lorsqu'ils sont en train d'arrêter Jimmy, ils peuvent agir. Il ne faut pas attendre que nécessairement les Nations Unies, à travers son bureau des droits de l'homme, viennent questionner sur ces cas-là. Et justement, le PPRD a aussi suffisamment communiqué à ce propos. Nous suivons aussi régulièrement aussi Tchibin, qui est vraiment au four et moulin, pour dénoncer tout ce qui se passe autour de ce dossier. Oui, c'est de bons droits, je crois, et on continuera à dénoncer. Et plus que hier, je crois que vous avez vu presque toute la presse, et c'est là où je profite pour remercier la presse, en ligne, télévisée, radiodiffusée, qui ont pris l'affaire en main pour relayer cette dénonciation-là qui a été faite par la famille. Une certaine manière de penser, alors qu'en République démocratique du Congo, il est peut-être difficile que nous puissions gérer nos propres problèmes. Il y a encore le cas du processus électoral. Il y a l'opposition qui a dénoncé, qui voulait à tout prix qu'on puisse parvenir à un consensus en vue des prochaines élections crédibles et apaisées. C'est resté peut-être lettre morte, mais le secrétaire général des Nations Unies a tenu les mêmes propos devant le Conseil de sécurité. Il s'inquiète quant au manque de ce consensus entre acteurs politiques pour un processus électoral crédible. Qu'est-ce qui manque? Parce que vous êtes acteur politique. Ce qui manque, c'est la volonté dans les chefs de ceux qui nous dirigent aujourd'hui de laisser un processus électoral crédible, transparent et démocratique s'installer. Dans leur comportement, ils montrent bien qu'ils sont en train d'organiser autre chose que des élections crédibles et transparentes et démocratiques. Parce que d'abord, dans la mise à place, vous le savez, les partenaires à ce processus-là, parlons de l'opposition et même des confessions religieuses, les gens n'ont jamais parlé d'un même langage pour la mise à place de la CENI. J'étais étonné de voir dans les médias, dans les réseaux sociaux, que la CENI prépare même une sensibilisation pour l'enrôlement. Je dis, c'est continuer à se moquer toujours du peuple congolais. Il commence par la diaspora. C'est annoncé pour le mois de décembre, la diaspora comprise. Oui. Donc ici, ils ne savent pas organiser rien qu'un petit cadre de concertation entre partenaires politiques. Ils préfèrent aller commencer par la diaspora pour montrer quoi? Qu'ici, comme on attend souvent que l'opposition n'existe pas, que l'opposition est à péter, et que donc entre le Parlement, les députés achetés et l'Union sacrée, seuls, ils vont organiser les élections sans associer la population. Je crois qu'ils sont en train de faire une fausse route. Une fausse route parce que si déjà dès le départ, pour la composition de la CENI, il n'y a pas de consensus, pour la mise à place des lois qui doivent accompagner ce processus, une loi essentielle comme la loi électorale
les parties prenantes ne s'entendent pas, qui va sensibiliser pour cet enrôlement qui est un acte primordial dans la crédibilisation même des élections qui doivent venir, dans la crédibilisation même du processus à lui-même. Les calendriers, lorsque vous entendez les chefs de l'État parler du calendrier électoral, il en parle comme un outil inutile qui peut venir n'importe quoi. Et finalement, tout ce qui sont en train de poser, de le publier déjà. Et tout ce qui est en train d'être posé comme acte, ou ce qu'ils annoncent qu'ils vont poser comme acte, ça n'apparaît dans les calendriers électoraux. Pourtant, un outil nécessaire, vous savez, c'est un calendrier, c'est pour quelqu'un qui a fait le management et pour quelqu'un qui a lu la loi, vous allez voir que les calendriers, c'est l'outil par lequel on doit établir un chronogramme d'activité pour les opérations préparatoires, pour les élections et les activités après les élections. Justement. Ça, c'est les calendriers. Alors, vouloir rejeter ça à la calandre grecque pour dire ça peut venir quand ça veut dire que chaque fois, on sera surpris par des actes qui sont posés par la CENI. Une CENI d'abord non consensuelle, contestée par nous de l'opposition, parce qu'on n'y participe pas jusque-là. Ça serait quoi? Créer déjà la contestation avant même que la CENI ne commence à travailler. C'est ça les grands problèmes, c'est ça le grand drame pour notre pays. Entre-temps, c'est eux-mêmes qui ont installé une instabilité à l'est du pays. Et aujourd'hui, c'est à l'ouest aussi. Avec Kwamouth. Parce que ce qui se passe à Kwamouth, on ne peut pas justifier qu'un conflit, qu'on nous dit que c'est entre Teke et Yaka. Oui, on va y arriver. De quoi? On va y arriver. Donc, on va y arriver, Ferdinand Kambere. Okay. On va y arriver. Voilà. Dans votre réaction, j'ai perçu que ce qu'ils font, ce qu'ils préparent, c'est autre chose que des élections. Mais dans une certaine opinion, l'on se dit, bon, oui, la composition de la CENI, certes, n'a pas été aussi consensuelle qu'on l'aurait voulu, mais vu le fait que le pays doit avancer, on doit faire avec. Vous ne pouvez pas adhérer à cette opinion? Non, je crois pour que les choses avancent. Je crois que le pouvoir doit faire attention dans tout ce qu'il est en train de faire comme forcing. Ces thèmes qui se disent qu'on a réussi à installer Kadima, on a réussi à passer par Mbosso et Bahati pour avoir à la place de l'opposition qu'on a placé des marionnettes qui devraient simplement compléter, mais il y a des actions qui devraient être menées dans la sérénité, notamment la sensibilisation pour l'enrôlement, et bien d'autres actions où on a toujours besoin de l'opposition. Parce que tous ces gens qui ont été achetés au coût des palissades de 21 000, 27 000, et ainsi de suite, pour rien que composer cette CENI-là, ce ne sont pas ceux-là qui composent l'opposition. Même si hier, ils étaient membres de l'opposition, aujourd'hui, ils ne le sont plus. D'autres ont été, comme vous le savez, radiés avant même qu'ils n'entrent là-bas. Et donc, l'opposition est absente dans cette CENI censée être une CENI tripartite. Maintenant, c'est une CENI à parti unique qui va organiser les élections et donc les élections auxquelles nous, on ne permettra pas. Et déjà, il n'y a pas de garantie de crédibilité. Mais bien sûr, parce que je ne sais même pas si la population elle-même sera prête à aller aux élections sans qu'elle ne soit sensibilisée par l'ensemble des partenaires, des parties prenantes à ce processus-là. Et du moins, cette CENI est en train de tenter une expérience inédite en enrôlant des Congolais vivant à l'étranger, des Congolais de la diaspora. Il y a d'ailleurs une équipe de la Commission électorale nationale indépendante déjà déployée dans les pays pilotes. Je crois que tout ça est inutile, c'est du mascarade qu'on est en train d'éventer. Il faut d'abord se faire accepter par tous les partenaires politiques, les partenaires à ce processus-là. Je crois que l'opposition, ça le PPRD, l'opposition, ça la MOUCA, l'opposition, ça les FCC. Je ne sais pas de quelle opposition on est en train de parler. Et la diaspora, tout le monde voudrait qu'ils participent. Mais eux aussi sont en train de suivre ce qui se passe au niveau du pays. Je ne sais pas si c'est eux qui seront les premiers à crédibiliser cette CENI-là, avant même qu'à l'interne ici, il ne soit accepté que la CENI a été acceptée par tout le monde.
Apparemment, donc j'ai carrément compris la position de Ferdinand Kambébéré. C'est aussi ça la position du PPRD. Oui, exactement, c'est la position du parti. Dès le point de départ, lorsque la CENI n'est pas acceptée, tout ce que cette CENI pourrait entreprendre comme action ou activité ne sera pas considéré non plus. En tout cas, ils étaient avertis et tous ceux qui ont voulu venir vers le PPRD a toujours réussi. La CIME qui a accompagné jusque-là Kadima avait sollicité d'être reçu et elle avait été reçue par le camarade secrétaire permanent. Oui. Et le camarade secrétaire permanent a été clair là-dessus. La fois passée, vous avez suivi encore une fois que les FCC étaient reçus dans un cadre organisé par NDI, qui est une institution, une ONG, un organisme privé des États-Unis d'Amérique, mais qui a mis tête à tête l'IDPS et ses alliés, et les FCC et ses alliés, ainsi que la MOUCA. Et vous avez suivi que là aussi, la position de l'opposition, parce qu'elle est identifiée, l'opposition est identifiée, il ne faut pas que les gens croient que l'opposition n'est pas identifiée. Sinon, NDI ne pouvait pas inviter les FCC. Sinon, NDI ne pouvait pas appeler la Mouka de Fayoul. Donc, l'opposition est identifiée. Et il a encore été clairement répété à l'IDPS que ce processus sans l'opposition n'ira pas loin. Qu'ils doivent arrêter et revenir à la raison. Parce que d'abord, non seulement c'est le droit souverain du peuple congolais de se choisir au bout de 5 ans les nouveaux dirigeants, et que c'est encore le droit du peuple d'être rassuré dans la quiétude et la sérénité lorsqu'il doit aller aux élections. Mais aujourd'hui, le pays est occupé à l'Est par des troupes étrangères, notamment l'armée rwandaise. Le gouvernement a fait entrer l'armée ougandaise, le gouvernement a fait entrer l'armée burundaise, parce que même le M23 est venu par les accords toujours de 2019-2020. Ils sont là, ils s'installent et on ne voit aucune volonté du gouvernement central de vouloir engager les FARDC pour déloger ces M23. Donc, ces contradictions qu'il y a dans le comportement de ceux-là qui nous dirigent nous amènent, nous, de l'opposition, de tirer les sonnettes d'alarme et d'avertir ceux-là qui sont au pouvoir que ça ne devra pas être comme ça, de voler comme ça le droit légitime du peuple de se choisir les dirigeants au bout de 5 ans, parce que la Constitution dit que ce processus-là, ce cycle doit être régulier. Et nous devons en faire une culture démocratique dans notre pays. On doit arriver à ça. Voilà tout ce que nous disons. Et hier, c'était la fracture entre l'Union sacrée, plutôt entre le CACH et le FCC. Et puis, tout récemment, Augustin Kabouya qui a aussi demandé ensemble de partir. Mais quand c'était FCC CACH, moi j'ai suivi le secrétaire général de l'IDPS en train de répéter une phrase que nous lâchions hier, que s'ils ne veulent pas de la coalition qui quitte, ils ne sont jamais partis. J'imagine mal que ceux-là de l'ensemble, avec qui ils sont, dans une même coalition sans nom, parce qu'en réalité, on ne parle de coalition que quand il y a accord, et on voulait mettre en place un conglomérat de gens qui n'avaient besoin que de protéger leurs avantages, qui n'avaient besoin d'un positionnement politique, qui d'autres se disent, je suis encore jeune, je ne peux pas faire l'opposition en tant que jeune, je ne sais pas s'ils attendent la vieillesse pour faire l'opposition ou la résistance. Ils ont fait ce conglomérat des politiciens de cette catégorie-là pour appeler ça union sacrée. Il n'y a ni accord, il n'y a ni quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à souffrir. Donc, Augustin Kabouya, tu n'as qu'à souffrir avec tes gens. Je ne suis pas sûr qu'ils seront prêts à te dire qu'ils sont partis. Ils apportent des critiques, ils sont encore dedans. Peut-être qu'ils attendent un moment propice pour maintenant partir, mais ici, c'est avec vous la République, sans que vous n'aidiez ensemble la République à avancer, malheureusement. Ah ben, je peux aussi rappeler quand même les contextes étaient différents. Lorsque vous demandiez
vous leur demandiez de partir, c'était c'est parce que vous envisagiez la cohabitation, quitter la coalition pour la cohabitation. Dans ce cas, c'est un peu différent. Oui, bon, ce qui est arrivé de toutes les façons. Nous, on a assumé, on est dans la résistance selon la volonté d'Iraïs, qui est l'autorité morale du FCC, qui a donné cet ordre-là. Nous continuons à résister jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont se retrouver à face du mur, comme on les avait avertis, et qu'à ce moment-là, peut-être que les crashs là, les crashs politiques, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Okay. De toute façon, lorsqu'on voit déjà des brouilles où ils se tirent dessus, hein, les uns contre les autres, et on s'attend nécessairement, parce que étant dans un pilote, dans un avion peut-être sans un capitaine qui les pilote, bon, on attend simplement que les crashs soient finalement effectifs pour qu'on constate. Mais ils ont encore le temps. Ils ont encore le temps. Hein? Je crois que lorsqu'ils étaient dans ce cadre organisé à NDI, les bancs de l'opposition ont encore averti que vous avez encore le temps de vous amender. Et c'est ça. Voilà. Et dans ce contexte, le congrès du PPRD continue toujours à se faire attendre. Mais bon, bien sûr, parce qu'un congrès, il ne faut pas le prendre comme un élément isolé du contexte politique qui est en train d'évoluer dans le pays. Il faut l'attendre dans ce contexte-là et que nous restons vigilants et nous appelons tous les membres du PPRD, comme on a, les chefs, notre chef appelle les membres du FCC, à rester vigilants et à rester dans la résistance contre tout ce qui peut arriver. On aurait pensé que le congrès aurait pu avoir lieu cette année, mais quand même les travaux pour préparer ce congrès, est-ce qu'ils sont toujours en cours? Mais bien sûr, parce que les travaux avaient débuté depuis longtemps et que, comme je viens de le dire, nous ne faisons aussi entrer que d'observer la situation par prudence pour voir ce qui nous dirige, où ils sont en train de nous mener et à temps opportun, appeler les militants et cadres du parti pour donner la position. Parce que les congrès, c'est quoi? C'est prendre des résolutions. Justement. Et on ne peut prendre des résolutions que quand on voit clair, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de brouillard dans le ciel, hein, dans lequel on est en train de voler. Mais s'il y a les nuages, si le ciel est sombre ou assombri par les nuages, on doit toujours chercher à connaître ou à avoir les bons moments pour décider des actions à mener par les partis. Ferdinand Kambé, répétons alors comprendre par là que le Congrès dépend aussi de ce qui doit être fait dans le cadre du processus électoral. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis, parce que le Congrès, ça a toujours été l'organe suprême d'un parti politique pour prendre les grandes résolutions, pour engager le parti politique par rapport aux perspectives d'avenir. Mais lorsque le ciel est assombri et qu'on ne sait pas avancer, ce qu'on fait, c'est d'attendre et de se préparer par rapport à ça. Entre-temps, serrer la ceinture. Entre-temps, c'est déjà fin 2022. 2023, c'est l'année électorale. Une certaine opinion pense déjà que nous risquons encore de passer à des accords. Puisque plus on avance en temps, plus il sera également difficile d'organiser les élections en 2023. Bon, c'est ce que j'ai dit. Les pouvoirs en place risquent de se tromper à comparer les époques, alors que nous ne sommes pas dans le même contexte. Le contexte est différent de celui de 2016. Je crois qu'il ne faut pas toujours croire que vous allez surprendre le peuple congolais par des événements et lui dire qu'il n'y a plus de temps pour organiser les élections et qu'il faut que les gens fassent des accords. Non. Vous pouvez attendre surprendre le peuple et alors que ces événements vont vous surprendre autrement. C'est là où on a symbolisé cela par un crash que le régime en place est en train de préparer lui-même. Mais un crash, tu vois un pilote qui, lui, prépare un crash d'un avion que lui-même est en train de piloter, quand il en sort vivant, c'est une chance. Vous préparez
un crash d'avion, vous-même, vous êtes en amenant les M23, vous amenez le Rwanda, vous amenez les Kenyans, vous amenez les Ougandais. Aujourd'hui, quand nous lisons sur le toit, vous voyez d'abord c'est un fils du président de l'Ouganda qui menace les Kenyans. C'est le lendemain du jour où ils ont fait entrer les militaires sur le sol congolais. Bon, on démet les fils, Museveni qui était chef d'état-major des forces terrestres et donc qui dictait les UPDF qui sont en RDC. On les démet, mais on s'excuse entre États vis-à-vis des Kenyans. Ce climat-là, c'est un climat que nous avons dénoncé. Vous faites entrer des armées étrangères dans votre pays. Et quand ils vont arriver ici, chaque pays a son agenda par rapport à ça. Parce que ce que vous annoncez, les ministres des Affaires étrangères, le président de la République, qui viennent se battre pour neutraliser les FARDC, mais ces pays-là eux-mêmes ne disent pas la même chose. Entre-temps, les Burundi, on les fait entrer au site Kivu. Ils s'installent simplement. Donc, pousser à révolter la population contre la MONUSCO, même si nous tous on était lassés de ces mandats qui n'en finissaient pas et qui n'apportaient pas de solutions, et même si nous-mêmes, en nous rappelant qu'avec les Raïs, Joseph Kabila Kabange, il avait sollicité et obtenu de SADC une force régionale comme brigade d'intervention pour appuyer les FARDC, mais que c'est la même MONUSCO qui avait refusé pour demander qu'elle soit commandée, cette brigade, qu'elle soit commandée au sein de la MONUSCO, mais qu'aujourd'hui, la MONUSCO reste silencieuse lorsque finalement on va chercher une organisation régionale, une force régionale, mais composée des forces de ces pays qui nous agressent, qui déstabilisent les pays. Vous avez suivi Herman Cohen, qui a révélé des choses que nous ne pouvions pas attendre à l'époque du régime Joseph Kabila Kabange, ou par une personnalité comme celle-là, a dénoncé l'Ouganda et le Rwanda de financer des groupes étrangers dans notre pays. Lorsque nous le disions à notre époque, qui pouvait nous croire? Qui pouvait croire les Raïs? Maintenant, ils sont là et ils continuent à tuer ces groupes armés, mais nous avons choisi de faire entrer ces mêmes pays qui soutiennent ces groupes armés au lieu d'appuyer nos FARDC pour qu'ils boutent dehors tous ces groupes armés qui déstabilisent l'Est du pays. L'Est de la République démocratique du Congo est instable depuis des décennies. Il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment l'état de siège. Vous avez évoqué l'envoi d'une force régionale. Apparemment, l'état de siège, le recours à cette force régionale, ce ne sont pas des solutions pour vous. Non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour le peuple qui a beaucoup entendu. Parce que ça a été annoncé tambour battant qu'avec l'état de siège, à très peu de temps, on met des militaires comme en place des gouverneurs militaires au Nord Kivu et à Ituri. Ça n'a apporté aucune solution à l'instabilité, au massacre et à tout ce qu'il y a comme insécurité à l'Est. Ils ont mis la mutualisation des forces avec l'UPDF. Oui. Ça n'a fait qu'aggraver la situation parce que c'est en même temps l'UPDF qui entre à Beni à Ituri qui a fait entrer aussi les M23. Le M23 à Bunagana. On nous amène une force régionale dont le mandat est flou parce que le mandat annoncé par le gouvernement, c'est un autre. Mais ce qu'ils définissent comme mandat, pour eux-mêmes, lorsqu'ils entrent dans nos pays, ce n'est pas pour venir se battre, c'est pour constituer une zone de tampon. Ce n'est pas ça, une nouvelle délimitation, parce que, à la suite de la déclaration dans les médias aussi du secrétaire général, Antonio Guterres, lorsqu'il vous dit que les M23, c'est une armée moderne oui, et que maintenant, ils acceptent que les gouvernements, sans les contrarier, quand même, parce qu'avant il disait, tant que nous sommes là, vous ne pouvez pas amener une autre force régionale qui soit en dehors de notre commandement. Aujourd'hui, ils acceptent. Voilà. Donc la MONUSCO accepte qu'il y ait une autre force régionale. Et malheureusement, le même régime pousse la population à les pousser dehors. Mais en réalité, lorsque vous prenez les processus
électorale, lorsque vous prenez maintenant les processus de pacification de l'Est, vous allez sentir que les dés sont en panne, mais une panne voulue par ce qui, en réalité, devait faciliter la tâche pour que l'armée s'occupe, une armée renforcée, moderne et réformée s'occupe de la stabilité à l'Est, et que la CENI consensuelle s'occupe aussi du processus. Ils ne veulent pas de tout ça. Et le discours du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies lors de la 77e session de l'Assemblée générale sur justement cette situation sécuritaire a quand même été applaudi. Vous l'avez aussi suivi? Par qui? Parce que d'un côté, quand il dit dénoncer les Rwandais comme agresseurs, mais de l'autre, à la conclusion, il vous vante les accords de Nairobi. Les accords de Nairobi qui, en réalité, ramènent en même temps que le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Alors, il ne faut pas dire une chose et son contraire, et moi me demander d'applaudir un discours aussi contradictoire comme celui-là. Vous dénoncez le Rwanda, mais entre-temps, c'est la force régionale où le Rwanda est parti que vous invitez dans les pays pour sécuriser les frontières, pour sécuriser l'Est. Alors, pour terminer, comme pour se moquer de ce que, en tout cas, nos dirigeants disent dans les médias ou à l'opinion, que cette force régionale vient neutraliser les groupes armés, et quand ils disent que ce soit le Kenya, que ce soit l'Ouganda par Museveni, et que ce soit par le Rwanda, ils ne viennent pas neutraliser ni les EDF, ni les M23. À Beni, on continue à tuer, à Ituri, on continue à tuer, et à Bunagana, les M23 continuent à s'installer, à consolider ses positions. Et si la situation sécuritaire paraît aussi confuse, sa gestion, du moins dans sa gestion, il y a aussi le social, il y a des grèves par-ci, par-là, les médecins, les professeurs d'université. Vous, à la place, qu'auriez-vous envisagé? Mais quoi d'autre sinon que de souhaiter que les gens qu'on va appeler demain aux élections soient des gens qui ont quand même trouvé satisfaction pour les aspirations. Les aspirations, c'est quoi? Qu'on réponde à leurs besoins élémentaires. Qu'on réponde, un mandat, on les sollicite, mais c'est pour résoudre les problèmes de la population. Mais aujourd'hui, on vante les budgets, on se vante de l'avoir haussé à 14 milliards que nous ne voyons pas. Mais entre-temps, dans les paniers de la ménagère, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu que les médecins qui sont en grève depuis plus de 3 mois, même quand ils osent marcher, qu'il y a un droit légitime, avec des calicots et leurs blouses blanches pour symboliser la paix, mais ils sont bastonnés, ils reçoivent des gaz, ils sont l'oppression qu'on n'a jamais vue. Comme si c'était, c'est pas moi quoi, des gens qui revendiquaient le pouvoir, ils n'ont fait que revendiquer leurs droits par rapport aux conditions de vie et de travail. Donc c'est ça qu'on assiste. Hier c'était des médecins, tout le monde plaide pour que quand on parle de l'augmentation, que ça ne soit pas une seule question des députés, des élus ou des gens qui sont dans l'institution, à la présidence ou à la primature, que ce soit aussi une question pour tout le monde, nos militaires, nos policiers, nos enseignants, nos médecins qui s'occupent de nous quand nous sommes malades. Et c'est pour vous dire les signes qu'on est en train de voir. Lorsqu'on réprime des marches citoyennes, des marches des revendications sociales tout simplement, alors qu'ils ne revendiquent pas, ils n'ont pas de revendications politiques. Face à cette répression, on comprend bien que le régime est aux abois et que si il y a déjà toutes ces velléités de vouloir torpiller déjà le processus électoral en éventant déjà de l'insécurité à l'Est, menacée tout près de Kinshasa, Kwamouth et ses environs, c'est parce qu'on a peur des élections. On ne veut pas aller aux élections. On sait qu'on sera sanctionné durement par cette population qui n'a pas reçu les dividendes des élections de 2018.
Et dans ce contexte, Ferdinand Kambere, si il vous était proposé, hein, quand je dis vous, c'est-à-dire le PPRD, voire même élargir au FCC, si vous était proposé voilà, de venir vous asseoir pour trouver les solutions ensemble, est-ce que vous allez participer à cette table? Mais ce que nous revendiquons, nous, c'est qu'on reconnaisse au peuple son droit le plus souverain, celui de participer à un processus électoral crédible, un processus électoral transparent et démocratique. Je vais vous dire pourquoi j'ai posé cette question. Ouais. C'est parce que dans l'opinion, au regard du temps qui reste pour la tenue des élections, l'on pense déjà à un gouvernement de coalition. Bon, ceux qui pensent à un gouvernement, je crois que c'est eux. Nous pensons plutôt à l'avenir du Congo qui est en risque. Qui est en risque. Peut-être que les gens ne sont pas en train de mesurer. Nous ne sommes pas danger d'enfant lorsqu'on amène 5 armées dans un pays comme le nôtre, alors qu'aux élections, il n'y avait aucune armée étrangère. Les groupes armés étaient neutralisés pour l'essentiel. Les groupes, en tout cas comme les M23, et justement, on n'en parlait plus. Ça sera des matières à traiter, mais regardez aussi dans la même direction, peut-être avec un gouvernement de coalition, pour que le terrain soit balisé en vue de bonnes élections. Le capitaine qui est en train de conduire cet avion, hein, les pilotes qui est en train de conduire cet avion, c'est lui qui sait. Nous ne pouvons pas deviner ce qu'il veut. Parce que nous, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est du bien pour notre pays. Justement, c'est du bien pour notre peuple. Si ce bien passe par la mise autour d'une même table de toutes les tendances, de tous les acteurs politiques, en vue de voir Congo, de parler Congo. Tu sais, John, ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans les pièges du pouvoir, où ils croient pouvoir, encore une fois, recruter des gens pour se créer une sorte de pont et traverser les dangers. Quand il se retrouve sur l'autre rive, il reprend les poils de la bête. Je crois que, en tout cas, le PPRD n'est pas prêt dans sa position actuelle à offrir un tel gâteau au pouvoir. Il n'a qu'à s'assumer à aller jusqu'au bout parce qu'on a fait 2 ans en train de réclamer des choses qui peuvent être simples, de proposer des solutions à des équations simples. Mais s'il nous est encore donné de revenir encore à la case de départ pour la composition de la CENI, vous ne voyez pas que nous allons encore toujours perdre du temps? La composition de la CENI ne va pas se piéger par ce que vous proposez là. C'est une question facile et s'ils ont peur, c'est parce qu'ils savent que s'il y a un consensus au plus tôt et qu'on aille aux élections, ils ne vont pas les gagner. Mais vous dites que c'est une question facile, mais on a vu les leaders religieux incapables de se mettre d'accord sur un nom à présenter. Oui, mais parce que le pouvoir était décidé de les diviser. Mais nous, on savait qu'ils n'allaient pas aller loin. On ne serait pas en train de se poser toutes ces questions aujourd'hui si réellement, pour eux, le fait qu'ils ont contourné les 2 églises, les choses, tout devenait facile pour eux. Et que le fait d'avoir contourné l'opposition pour y placer quelques marionnettes, que les choses étaient si simples pour eux, on ne serait plus en train de parler de ça aujourd'hui. Ils auraient déjà trouvé des solutions et je crois qu'on serait déjà avancé dans ce processus-là. Mais tout le monde voit aujourd'hui que c'est tout droit vers le mur qu'on est en train d'avancer. Et si je comprends bien, Denis Kadima n'est pas accepté, il ne sera pas accepté. Oui, il ne l'a jamais été. En tout cas, bon, il n'a pas été un candidat de l'opposition. À ce qui nous concerne, c'est d'abord des places de l'opposition qui ne sont pas là, qui ne sont pas encore occupées, qui sont encore vides. Oui, candidat Kadima n'est là qu'avec ses assistants, mais ses assistants ne peuvent pas occuper les postes de l'opposition. Ils ont recruté des gens. Oui, Kadima a besoin d'avoir un bureau avec lui en tant que président, s'il a été accepté par les confessions religieuses. Mais ceux qui sont là, il ne peut pas remplir les postes de l'opposition par ses assistants qu'il assiste lui en tant que donc président de la CENI. Mais nous voyons déjà certains regroupements politiques organiser des congrès
est plébiscité déjà. Hein, celui qu'eux, ils projettent comme candidat à la présidentielle de 2023. Entre-temps, si le PPRD ne se prépare pas, vous ne jouez pas à la politique de la chaise vide tant décriée. Vous pensez que le PPRD ne se prépare là? Le PPRD ne se prépare pas. Non, le PPRD est bien là, structuré dans ces organisations, tant au niveau national qu'au niveau des provinces. Les comités sont en train de fonctionner comme il faut. Et ils n'attendent qu'un mot d'ordre pour rallumer les faits à la hauteur des enjeux qui seront là. Ok, c'est-à-dire que s'il était donné d'organiser des élections aujourd'hui, le PPRD est déjà prêt et le travail en amont s'est déjà fait. Mais il suffit de voir ce qui s'est fait par exemple au Katanga. Donc il a suffi que par rapport aux camarades qui étaient partis et qui étaient partis à l'Union sacrée, qu'on recompose la structure au niveau de la province du Haut-Katanga. Et vous êtes en train de voir ce qui se passe là-bas. C'est les mêmes vents, c'est les mêmes feux allumés et lorsqu'il va être demandé à chaque province de les faire, parce qu'on est en train de les faire province par province, que les gens vont voir. Donc le PPRD est là et attend simplement que les nuages, les ciels s'éclaircissent et que les nuages soient partis pour donner le go de ces activités-là et cela. Et vous avez beaucoup parlé du PPRD. Et comment se porte le Front commun pour le Congo, le FCC? C'est toujours la cellule de crise qui continue à diriger? Oui, c'est toujours la cellule de crise avec le Cordo Chibanda. Et que, invité, je ne peux parler peut-être que de mes opinions et du PPRD, parce qu'au moins le PPRD, je suis dans le comité qui dirige et que donc nous nous réunissons régulièrement et que je suis informé de la position du PPRD. Mais les FCC, comme vous le savez, on est toujours proche, parce que même la dernière rencontre, comme je vous disais, devant les NDI, à l'absence du Cordo, Chibanda, c'est le secrétaire permanent qui a conduit la délégation. Donc, la position du PPRD ne peut pas être nuancée par rapport à celle du FCC. Ce que nous disons, c'est ce que pensent les FCC. Voilà. Ferdinand Kambere, merci beaucoup. Merci, John. Merci d'être passé. Ça faisait longtemps. Il faudrait quand même qu'on vous reçoive. Je pense que ce n'est pas la dernière fois, comme d'habitude. Oui, ici je suis à la maison, comme vous l'avez dit dès le départ. Et chaque fois que je suis appelé, je m'arrange pour être là. Et dans les conditions qui sont là, je m'arrange pour être là. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs. Cet entretien se termine par ici. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Ferdinand Kambere, qui est secrétaire permanent adjoint du PPRD et donc membre du Front commun pour le Congo. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro.